Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de facturation. Comment facturer ses clients quand on est entrepreneur, quand on est freelance. Je voudrais principalement me focus sur le cas des freelances dans cette vidéo, donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout si c'est ton cas. Je voudrais être le plus exhaustif possible, t'apporter un maximum de conseils, te dire tout ce que tu dois savoir, ou en tout cas un maximum de choses pour que tu puisses facturer tes clients dans les règles de l'art, dans le cadre légal. Juste avant de rentrer dans les détails, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises de manière générale, je voudrais te prévenir, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont vraiment des conseils que je partage nulle part ailleurs et c'est pour les personnes les plus motivées qui veulent développer leur activité rapidement. Donc si c'est ton cas, clique sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Passons donc aux choses sérieuses. Je me suis noté pas mal de choses à te dire aujourd'hui. Donc, premier point, il faut savoir que faire une facture, c'est obligatoire quand tu es micro-entrepreneur. Alors, micro-entrepreneur, c'est le statut que tu as très souvent quand tu te lances en tant que freelance. Il y a d'autres cas, mais je peux pas tous les donner dans cette vidéo, mais très souvent, tu es micro-entrepreneur quand tu te lances. Et quand tu es micro-entrepreneur et que tu vends des produits ou des services à des professionnels, tu es obligé de faire des factures. Si tu ne le fais pas, tu es juste hors la loi. Donc, je t'invite très clairement à respecter ça. Fais des factures à chaque fois que tu bosses avec des clients. Sinon, ça veut dire que tu travailles au noir. Enfin, c'est vraiment une très mauvaise idée de faire ça parce que tu te feras pincer à un moment ou à un autre. Je t'encourage pas du tout à ça. Donc, fais des factures. C'est vraiment pas compliqué. En plus, on va le voir. Il suffit de suivre quelques étapes, quelques règles, quelques consignes. Deuxième point. C'est une question qu'on me pose assez souvent sur mon groupe Facebook notamment. Est-ce qu'il y a besoin de faire appel à un comptable quand on est en micro-entreprise, quand on est freelance? Pas du tout. T'es pas du tout obligé de faire appel à qui que ce soit. T'as pas besoin de te faire épauler. Justement, le statut de micro-entrepreneur, il a été créé pour que tu puisses tout faire tout seul, pour que tu puisses vraiment te débrouiller. Alors au départ, c'est un peu galère. Enfin, je veux dire, il faut t'y faire, il faut un petit peu connaître le système. Mais après, c'est vraiment très simple. Tu peux déclarer ton chiffre d'affaires tout seul. Enfin, tu peux faire tes factures tout seul avec quelques logiciels. Je vais t'en parler dans quelques instants, mais t'as vraiment pas besoin de te faire épauler tant que tu es en dessous, voilà, du plafond, de la limite du statut de micro-entrepreneur. Je me rappelle plus exactement à combien est-ce qu'il est ce plafond, mais c'est entre 70 000 et 80 000. Je t'invite à aller regarder directement, mais voilà, tant que t'as pas dépassé ce plafond et que t'es donc dans le statut de la micro-entreprise, t'as pas du tout besoin de te faire épauler. C'est après, quand t'es une société, par exemple, quand t'as créé une société, que là t'as vraiment besoin d'un comptable. Moi, clairement, sans comptable, j'aurais pas pu y arriver, j'aurais pas pu gérer toutes les paperasses, tous les problèmes administratifs qu'on peut avoir, parce que c'est monnaie courante une fois que tu n'es plus micro-entrepreneur. Mais tant que t'es micro-entrepreneur, tout va bien au niveau de la facturation, etc. Tu peux vraiment tout faire tout seul. Troisième point, alors je voulais vraiment inclure ce sujet dans cette vidéo parce que ça concerne la facturation. Combien est-ce que tu dois facturer quand tu es freelance? Alors, il y a deux grandes façons pour moi de facturer. Soit tu factures en fonction du temps passé à travailler, ou alors tu factures en fonction de ta valeur ajoutée. Quand tu débutes, le mieux c'est de facturer en fonction du temps passé, parce que tu sais pas exactement combien est-ce que tu peux rapporter à tes clients. Donc, il faut que tu opte pour un TJM. Il faut que tu définisses ton TJM, ton taux journalier moyen. Une journée de travail, en gros, c'est 8 heures. Ce que je t'invite à faire, c'est de regarder simplement sur les plateformes de freelancing, pas low cost surtout, mais les plateformes de freelancing normales sur lesquelles les gens facturent décemment. Tu regardes à peu près combien est-ce que les gens facturent, ceux qui sont dans ton domaine, ceux qui font le même travail que toi, et voilà, tu fais une espèce de moyenne et tu peux partir de là. C'est un peu arbitraire, mais il n'y a pas de règles mathématiques, scientifiques. Voilà, à partir du moment où ton client en face est d'accord avec ça, tu peux, avec ton tarif, tu peux, tu choisis le tarif que tu veux. Mais en tout cas, c'est une bonne façon de faire. Regarde un petit peu ce qui se fait sur les plateformes de freelancing. Ne va pas chercher tes clients dessus. C'est vraiment pas un truc que je te recommande, mais elles sont utiles par rapport à ça. Donc, tu peux définir, 300 € la journée, 350, 400. Il faut vraiment faire attention. Quand tu dis 300 € la journée, c'est pas tant que ça, il faut vraiment le comprendre parce que t'as des charges, etc. Même si elles sont très faibles quand tu es en micro-entreprise, tu as quand même des charges, donc il faut pas comparer par rapport à un salarié, c'est vraiment important. Et si tu es consultant, si tu sais à peu près combien est-ce que tu peux rapporter à tes clients, ce que je préconise très souvent, c'est de facturer 10 fois moins que ta valeur ajoutée. C'est-à-dire que si tu peux rapporter 100 000 € à un client, tu factures 10 000 €. C'est une règle de x10 qui est extrêmement simple. Moi, j'aime bien utiliser ça. Tu peux faire un peu plus, un peu moins, peu importe, mais c'est un bon référentiel en tout cas
Voilà, quand tu es consultant, quand tu sais combien tu peux, voilà, quelle est ta valeur ajoutée de façon assez précise. Quatrième conseil, ne donne jamais ton tarif au début d'un échange avec un prospect, et si on te le demande directement, c'est que le prospect est juste en train de faire ses courses. Ne donne pas ton tarif tout de suite parce que tu as intérêt à créer d'abord un lien de confiance, à créer un échange avec la personne, savoir vraiment si tu peux l'aider, et ensuite tu peux donner ton tarif. Mais si la personne en face de toi est vraiment obsédée par combien tu coûtes, etc. C'est juste qu'elle est en train de faire ses courses, qu'elle est en train de comparer avec d'autres personnes et qu'elle cherche quelqu'un qui peut faire le travail pas cher. Moi, quand je fais appel à un prestataire, je lui demande pas directement son tarif. C'est pas le premier truc qui m'intéresse. C'est est-ce qu'il peut faire le travail, est-ce qu'il peut le faire bien. Et ensuite, on peut parler de tarif. Donc, un bon client, c'est ça. Un client idéal, c'est quelqu'un qui n'est pas obsédé par le tarif. Donc, dès que tu détectes que quelqu'un voilà, est obsédé par ça, soit tu lui dis au revoir, soit tu lui dis bon bah j'ai d'abord besoin de vous poser quelques questions avant d'aller plus loin. Tu fais comme tu veux, mais voilà, attention à ça, il faut vraiment d'abord créer un lien avant de faire quoi que ce soit, avant de donner tes tarifs, avant de dire combien tu coûtes. Sixième point, cinquième point, j'allais sauter une étape qui est pourtant ultra importante, fais signer un devis d'abord pour éviter de ne pas te faire payer. Il y a plein de cas comme ça, moi ça m'est déjà arrivé, il y a des solutions pour éviter ça, pour rattraper le coup, je vais y revenir, mais fais toujours signer ton devis. Alors comment ça se passe? Parce que je t'ai parlé de facture et de devis. D'abord, tu fais signer un devis, c'est possible de le faire avec de créer des devis en fait avec les logiciels que je vais te recommander par la suite, mais tu crées un devis, tu le fais signer par la personne en face et ensuite tu peux donner la facture une fois que tu as effectué le travail et que la personne t'a payé. Mais fais signer le devis parce que si tu ne le fais pas signer, tu as pas beaucoup de preuves. En fait, tu peux avoir des preuves que la personne en face voilà, ne t'a pas payé, enfin je veux dire qu'il y a eu un contrat entre vous, il y a des moyens via les emails, etc. de voir qu'il y a eu un accord entre vous, mais le mieux c'est quand même de faire signer un devis, comme ça s'il y a un problème, si ton client ne te paye pas par la suite, tu as une preuve très concrète que voilà, la personne elle est juste en train elle ne répond pas à ses obligations légales, tout simplement, à ses obligations contractuelles, pardon. Donc voilà, fais vraiment un devis avant de commencer le travail. Ensuite, sixième point, il faut savoir que la facture que tu fais après ton travail, voilà, une fois que tu as fait signer ton devis, que tu as effectué la mission, la facture elle doit être en français si tu es en France et elle doit être en 2 exemplaires. Sur support papier ou sur support électronique. Alors maintenant, on est en 2020, je pense que tout le monde fait ses factures de façon électronique, ou alors en tout cas une grande majorité, pardon. Donc voilà, ça se pose pas trop mais comme question, mais il faut le savoir. Septième point, alors il y a des mentions obligatoires pour toutes les factures, c'est super important de bien toutes les mettre, je vais te les détailler. Déjà, tu as la date de la facture à mettre, logique, le numéro de la facture, il faut pas d'ailleurs qu'il y ait de trous, la facture elle doit être numérotée de façon à ce qu'il n'y ait pas de trous, tu vois, par exemple, si tu as un premier client qui a une facture numéro 1 et que ton deuxième client il a une facture numéro 3, bah il y a un problème, c'est-à-dire que tu peux avoir des soucis par la suite si on te contrôle ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit numéroté de façon, voilà, il y a aucun trou quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et c'est en général d'ailleurs c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tout un tas de chiffres bizarres, mais en tout cas voilà, il faut vraiment que ça soit continue, en fait, c'est le mot que je cherchais. Autre mention obligatoire, date de la livraison ou d'exécution du service, ou voilà, ou de ce que tu vends. L'identité du client, ensuite, c'est essentiel. Ton identité en tant qu'entrepreneur, en tant que prestataire de service. Ensuite, tu dois faire des précisions sur l'opération, sur le travail. Voilà, essaye de préciser un maximum de choses pour que ton client ne te dise pas ah mais ça c'était pas dans le devis, donc je paye pas pour ça. Ou enfin tu vois, t'as des gens qui essayent de te la mettre un peu à l'envers à cause de choses que tu n'as pas mises dans ton devis. Donc précise un maximum de points dans ton devis, sois précis pour qu'on ne chipote pas avec ça. Ensuite, tu as le prix unitaire et global de ton service ou de ce que tu as à vendre, les majorations, mais bien évidemment, tu vois, en cas de retard. Ensuite, tu as la TVA. Alors, il faut savoir que le taux de TVA standard, c'est 20% pour de la prestation de service. Alors, tu as différents seuils de TVA. Les seuils de la TVA, c'est 82 800 € pour la vente de marchandises et l'hébergement et 33 200 € pour les prestations de service. C'est-à-dire que quand tu n'as pas encore dépassé ces seuils-là, tu factures hors TVA avec la mention TVA non applicable égale article 293B du CGI. Mais une fois que tu as dépassé ces chiffres d'affaires-là, 33 200 pour les prestations de services et 82 800 pour la vente de marchandises et l'hébergement, une fois que tu as dépassé ça, là tu dois appliquer les 20% de TVA. Mais voilà, en tant que micro-entrepreneur, quand tu n'es pas du tout à ces seuils-là, tu mets la mention que je t'ai indiquée précédemment. Donc attention vraiment au seuil, c'est extrêmement important de bien savoir où est-ce que tu en es à ce niveau-là, de regarder ton chiffre d'affaires, voilà, est-ce que je vais dépasser, etc. Moi je me suis fait avoir à l'époque avec ça, je me suis pas rendu compte que j'avais dépassé le seuil. Alors les seuils étaient, les limites en fait du statut étaient beaucoup plus
Enfin, c'était pas vraiment les seuils de TVA, c'était les limites, le plafond de la micro-entreprise. En tout cas, il était beaucoup plus faible à l'époque, et du coup, je suis passé en entreprise individuelle, et c'était pas du tout les mêmes charges. Enfin bref, c'est une autre histoire, mais fais attention du coup à ces seuils, à la limite à ton plafond en tant que micro-entrepreneur. Tu dois aussi mentionner les réductions de prix sur ta facture et la somme totale à payer. Donc ça, c'est pour toutes les factures. Et quand tu t'adresses à un professionnel, tu as d'autres mentions à ajouter. Le délai de paiement, c'est important. Moi, je te recommande très souvent de demander un délai de paiement de 30 jours. En tout cas, c'est un truc qui se fait assez souvent. Tu peux faire moins, tu peux faire plus tant que la personne en face de toi est d'accord. Les taux des pénalités de retard, tu dois mettre les taux aussi. Ensuite, le montant de l'indemnité, et tu dois mettre la mention de l'assurance professionnelle lorsque c'est obligatoire. Par exemple, pour les artisans, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, voilà, là, tu as tout un tas de mentions, ça fait un peu beaucoup, mais pas de panique. Les logiciels de facturation te mettent tout ça de façon automatique en général, donc ça m'amène à ce point-là, à ce sujet. Les meilleurs outils de facturation pour moi, alors il y en a un qui est extrêmement simple, que j'ai utilisé pendant très longtemps, c'est Freelancer App. Je te mettrai le lien dans la description. Tu as Zervant aussi, qui est très bien. Tu as Freebie. Ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Je vais pas tous te les préciser, mais en tout cas, c'est vraiment pratique pour facturer. Et tu as la banque Shine, qui te permet aussi de faire des factures quand alors ils permettent pas de faire des devis, mais des factures oui, mais tu veux il faut absolument que tu fasses les deux. Donc tu peux mixer par exemple Freelancer App et Shine si tu as envie, à toi de voir, mais en tout cas je te mets tous les liens en description pour checker ça. 7e conseil que je voulais aborder avec toi, que je voulais te donner. Alors, demande 50% de la somme avant d'effectuer le travail et 50% après. Il y a beaucoup de gens qui demandent 100% de la somme après le travail, c'est-à-dire qu'ils font signer le devis et ils disent voilà, payez-moi l'intégralité une fois que j'aurai fini la mission. Mais le mieux, c'est de demander 50% avant de commencer et 50% après. Comme ça, tu es sûr que le client est engagé et qu'il va pas s'évaporer dans la nature. 8e et dernier conseil, c'est extrêmement important. En cas de problème, si un client ne te paye pas, il faut d'abord que tu le relances une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Ensuite, tu fais une lettre de mise en demeure. Si tu n'as pas de réponse, tu l'envoies en recommandé avec accusé de réception. Tu as tout un tas de modèles de lettres de mise en demeure sur Google. Je t'invite à taper ça directement. Moi, c'est ce que j'avais fait une fois, et c'est très bien passé. Enfin, je veux dire, c'est très propre, etc. J'avais fait vérifier ça par une avocate et ça fonctionne très bien. Donc, tu as des lettres de mise en demeure, des modèles à copier. Et ensuite, si vraiment la personne ne te paye pas malgré cette lettre de mise en demeure, tu peux faire appel à ce qu'on appelle un cabinet de recouvrement. Il y en a plein. Les freelances ne savent pas vraiment que ça existe. Et ce que permet de faire un cabinet de recouvrement, c'est simplement, en gros, ils vont harceler dans les règles, dans le cadre légal, la personne qui ne t'a pas payé. Et ils vont tellement le relancer qu'à un moment, le client va payer, t'inquiète pas. Et en gros, ils se prennent un pourcentage en fonction de, s'ils réussissent à récupérer la somme pour toi, ils se payent dessus. En général, quand ils ne réussissent pas, les bons cabinets ne te facturent pas. Donc, tu vois, c'est tout bénef pour, si un client vraiment, t'as aucun espoir, par rapport au fait qu'il va te payer, fais appel à un cabinet de recouvrement si tu as bien relancé plusieurs fois et fait cette lettre de mise en demeure. De toute façon, les cabinets de recouvrement, très souvent, ils te demandent d'abord de faire la lettre de mise en demeure avant de travailler pour toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. J'ai essayé d'être vraiment le plus exhaustif possible. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as. Si cette vidéo t'a été utile, donc si elle t'a vraiment, vraiment aidé, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'aborde tout un tas de sujets sur l'entrepreneuriat et le marketing, donc les prochaines vidéos risquent de t'intéresser. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.